Ici Draven, je suis ravi de vous retrouver, je vous souhaite la bienvenue pour un épisode sur une icône de la pop culture, un chevalier obscur luttant contre le crime organisé dans une ville sentant bon les années 30. Inspiré par un cavalier qui surgit hors de la nuit et du shadow, j'ai nommé Batman, créé en 1939 par les célèbres Bob Kane et Bill Finger, qui sans le savoir allaient marquer des générations entières, rien qu'avec ce simple nom, que ça soit par les comics, l'excellente série animée de 92, les jeux vidéo Batman Arkham ou bien les films. Et justement, c'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, je vais vous causer du métrage Batman qui a lancé une véritable Batmania résurrection pour le personnage et qui a remis le philanthrope Bruce Wayne de nouveau sous le feu des projecteurs. Il faut savoir que le succès du film d'aujourd'hui n'est pas un euphémisme, puisqu'en effet, en son temps, il a été le 5e long métrage le plus rentable all-time. Ce qui vous en conviendrait n'est pas rien. Le Batman de Tim Burton a bénéficié d'un budget de 35 millions de dollars pour un véritable tsunami de flouze s'élevant à 411 millions de dollars au box-office et pas uniquement sur le sol de l'oncle Sam. Ce qui est le plus marrant dans l'histoire, c'est que Tim n'était pas un fervent adepte de la bande dessinée. Pourtant, son film, à titre personnel, est celui qui correspond le plus à ma vision, à mon imaginaire de l'univers du Chevalier Noir. Et la genèse du projet remonte bien avant la fin de la décennie 80. En effet, peu de monde sait qu'à la fin des années 70, les producteurs Benjamin Melnicker et Michael Uslan ont fait l'acquisition des droits cinématographiques de l'homme chauve-souris le 3 octobre 1979 pour être précis. Et c'est ainsi qu'Uslan souhaite mettre en scène sa version du Cavaliere Oscuro qui se veut sombre et teinté d'un sérieux omniprésent tel que Bob Kane et Bill Finger l'avaient imaginé dès 1939. C'est alors que des types comme Guy Hamilton, le réalisateur du 3e épisode de 007, Goldfinger, sorti en 64, et Richard Maybaum, scénariste également de Goldfinger et de L'espion qui m'aimait en 77, ont été approchés pour le projet de porter notre héros humain sur grand écran. Mais les deux hommes déclinèrent l'offre. Uslan, malgré toutes ses tentatives de vendre son idée d'un Batman torturé, sérieux, dark à divers studios de cinéma, ne parvient pas à les convaincre pour une simple raison. Ces studios veulent que le film ressemble à la version goofy de la série télévisée des années 60 qui mettait en vedette Adam West, cette optique bornée de l'industrie cinématographique sidère Uslan, qui décide de son propre chef d'écrire lui-même son scénario de rêve qu'il nomme Return of the Batman pour mettre en lumière sa vision du personnage, ce qui pourrait éventuellement en convaincre certains. Le nom de son script me fait furieusement penser à The Dark Knight Returns, comics d'un Batman vieux qui reprend du service. Petit fun fact, Uslan compara son script à cette BD qui n'était pas sortie à l'époque, où il a posé ses pensées sur feuille blanche. Quelques temps après, soit au mois de novembre 1979, John Peters et Peter Guber prennent part au projet, ce qui conduit Mel Kinner et Uslan à endosser les rôles de producteurs exécutifs. Ce petit comité estime qu'il est nécessaire de prendre exemple sur le modèle de Superman, celui de 78. Pour le développement de ce film, Batman est proposé à Universal qui refuse en bloc de le produire. Alors qu'aucun studio ne soit impliqué, Batman est annoncé de manière publique avec un budget de 15 millions de dollars en juillet 80. Puis, lors de la Comics Art Convention de New York, Warner Bros accepte de produire Batman. Chose amusante, puisque Warner était à l'origine de la franchise cinématographique Superman, en quelque sorte le rival de Batou. Petit time skip, à bord de la DeLorean du Doc, nous voilà rendus en 1983, au mois de juin. Un scénariste du nom de Tom Mankiewicz vient d'achever l'écriture de son scénario sobrement intitulé The Batman, qui focalise l'intrigue sur les origines du personnage et de Dick Grayson, aka Robin ou Nightwing, selon les versions. On devait y retrouver le prince du crime et Rupert Thorne, un membre d'une mafia politicien véreux, en guise de grand vilain, et Silver St. Claude venant prêter main forte à Batman. C'est une mondaine qui est dans les hautes sphères de Gotham City. C'est un des love interest de Mr. Wayne. Alors, peu de gens connaissent ce personnage, même dans les comics, c'est pas un personnage qui est excessivement mis en avant. Donc, le scénario est puisé dans Batman Strange Apparitions, écrit par Steve Englehart, un vétéran du monde des comics, en effet, puisqu'il avait bossé pour Marvel sur les scénarios de Avengers dans les années 70. Donc, The Batman a par la suite été annoncé en 83 pour une sortie mi-85 avec un budget de 20 millions de dollars. Le scénariste envisageait un acteur inconnu au bataillon pour le battre, William Holden pour le commissaire Gordon, principalement connu
pour son rôle de Pike Bishop dans La Horde Sauvage de 1969, David Weaven pour Alfred Pennyworth, le majordome de notre héros, et Peter O'Toole pour Oswald Cobblepot. L'idée d'origine était qu'il avait une température corporelle basse. Malheureusement, ce projet n'a pas l'illumination du grand écran puisque Holden est décédé en 81 et Niven en 83. Un coup de fusil qui mit du plomb dans l'aile concernant le fait d'un jour voir une nouvelle itération de Batman au cinéma. En revanche, plusieurs grands noms se sont intéressés au scénario comme Joe Dante, Ivan Reitman, qui n'avait pas bon goût d'ailleurs pour moi, car il voyait Bill Murray en Batman et Eddie Murphy comme Robin, sans commentaire. Il est fort de café de constater que 9 réécritures par 9 scénaristes différents ont eu lieu, mais toujours en gardant l'inspiration de Strange Apparitions. Pour la majorité d'entre elles, le scénario de The Batman continuait d'orienter le projet. Vous voyez donc que le projet d'adaptation est riche en événements et péripéties, et c'est loin d'être fini. Comme quoi, Burton n'est pas arrivé tel le Messie dès le début du projet. Pour vous dire, même Wes Craven avait été envisagé avant lui, car Mel Kinner et Uslan avaient auparavant collaboré avec le papa de Freddy Krueger sur le film Swamp Thing de 82. Là où ça devient intéressant par contre, c'est que Burton va être engagé par la Warner pour prendre le poste de réalisateur sur Batman. Grâce au succès financier de Pee-wee's Big Adventure, sorti en 85, film que je trouve vraiment pas fameux, mais passons. Tim estime, de par son talent créatif, que le script de The Batman fait terriblement kitsch. C'est pourquoi il demande à sa petite amie de l'époque, Julie Hickson, d'écrire un traitement de 30 pages qui traduit le concept du scénario en une logline. Un résumé, si vous voulez, de l'histoire en prose suivi d'une description des personnages. Futé le Burton, il sait s'entourer de femmes ayant un esprit littéraire. Je vous ai dit précédemment que Burton n'était pas amateur de comics, mais il fut attiré néanmoins par la noirceur de The Killing Joke et de Dark Knight Returns. Ce qui est bien normal, car ils représentent à eux seuls le top du top des comics Batman. Ils m'ont marqué au fer rouge lorsque j'étais un brin plus jeune et en recherche de récits ténébreux d'où émane la vengeance. Bon, j'en reviens à nos moutons. En mars 86, Englehart est engagé pour encore un nouveau traitement, incluant donc le Joker, Rupert Thorne, toujours comme méchant principaux, suivi d'une brève apparition du Pingouin. Et Nightwing, Silver St. Cloud sont alors secondaires au sein du scénar. Et il émet sa pensée qu'il y a trop de persos, il supprime le Pingouin et Nightwing du second traitement qu'il conclut en mai 86. Suite à ça, Burton a une idée loin d'être stupide puisqu'il contacte Sam Hamm, un scénariste fan absolu de l'univers de Gotham City, pour qu'il vienne procéder à l'écriture du scénario. Il remplace Silver St. Cloud par la journaliste Vicky Vale et Rupert Thorne par Carl Grissom, personnage qu'il invente. Son script est finalisé en octobre 86. La Warner est enthousiaste, tout comme Bob Kane. Le feu vert pour commencer la pré-production arrive en avril 88, tout juste après un autre succès de Tim Burton, à Beetlejuice. Évidemment, le choix du casting a été ardu, sinon c'est pas drôle. Déjà, le rôle de Batman avait été envisagé pour plusieurs gros acteurs de l'époque, comme Bill Murray, Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Dennis Quaid, Harrison Ford ou encore Tom Selleck, car la Warner souhaitait une méga star d'action pour le métrage. Burton opta pour Michael Keaton car il fut convaincu par le producteur John Peters, qui lui informa que sa performance tourmentée dans Retour à la vie démontrait tout son talent pour incarner un rôle sombre et sérieux. Puis, notre team international a eu l'occasion de le diriger dans Beetlejuice, donc ça a aidé aussi à ce choix-là. Quant au rôle du clown criminel, des acteurs comme Tim Curry, John Lithgow ou Brad Dourif, même Ray Liotta et James Woods ont été considérés pour l'interpréter. Bien entendu, la Warner fait comprendre au réalisateur que John Glover, ça va pas être possible. Il faut une énorme star hollywoodienne, c'est donc Nicholson qui récolte le rôle. Mais le père de famille de l'Overlook Hotel pose ses conditions. Il exige que toutes ces scènes soient tournées en un bloc de 3 semaines. Mais le calendrier s'étendait sur 106 jours de tournage. En plus, son contrat était particulier car il spécifiait le nombre d'heures qu'il pouvait prendre depuis le moment où il quittait le plateau jusqu'à celui où il revenait pour tourner. Il réduit également son cachet habituel de $10 millions à 6 millions en échange d'un bon procédé. Il veut
une part des recettes du film, y compris les produits dérivés. Il n'y a pas à dire, hein, le Jack ne perd pas le sens des priorités. Pour le rôle de Vicky Vale, Kim Basinger a été choisie en urgence pour remplacer l'actrice initialement sélectionnée Jane Young, qui s'était blessée dans un accident de cheval avant même que le tournage commence. Le perso de Robin fut supprimé du scénario, et pour Harvey Dent, Billy D. Williams fut choisi car il voulait inclure ce personnage-là de double face dans une suite en se servant d'un concept tout con d'un double face afro-américain pour le noir et blanc du perso. Donc, j'en viens à l'histoire du film. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'origin story de Bruce Wayne. Tout le monde la connaît. Et ici, elle ne change quasiment pas d'iota. Il perd ses parents étant jeune et décide de devenir un justicier masqué en se lançant dans une quête contre le crime polluant Gotham City, oscillant entre sa vie de playboy milliardaire le jour et son rôle de justicier des rues à la nuit tombée. Mais le scénario nous dépeint un Gotham City contrôlé par le parrain Carl Grissom, qui a la main mise sur une bonne partie de Gotham en dépit des efforts de Dent et l'inspecteur Gordon. La corruption siège à une place importante au sein des forces de police. À côté de ça, nous avons le droit à une superbe Vicky Vale enquêtant sur les agissements de Batman, qui n'est pour certains qu'une simple légende urbaine. Le truc qui frappe d'emblée quand on visionne le film, c'est l'esthétique très marquée, unique de la ville de Gotham, selon le prisme burtonien. Comment vous l'expliquer ? C'est comme si plusieurs styles architecturaux s'entrechoquaient constamment entre le moderne, l'ancien, le gothique et plus encore pour délivrer la métropole la plus sale, la plus crasse qui émane par ce fait une bien laide beauté qui symbolise et accentue la dangerosité de l'univers qu'on a sous nos yeux. En somme, le crime perçu dans les moindres détails de la ville, ce qui donne à notre super-héros favori un ténébreux univers où évoluer. En parlant de l'homme chauve-souris, j'aime plutôt bien son costume, car il est pile dans le ton du film, une combinaison intégrale, arborant fièrement le noir comme idéal. On y voit des muscles fortement appuyés et bien entendu une mobilité proche du semi-remorque au niveau du cou. Et ce qui est formidablement bien trouvé, c'est que cette musculature accentuée, imposante, contraste énormément avec l'aspect chétif de Michael Keaton, bien loin du physique de colosse des bandes dessinées comme Dark Knight Returns. Mais ce qui aide à la crédibilité que personne ne pense que Bruce Wayne est Batman dans Gotham. Et finalement, Bruce Wayne n'est qu'un rôle, une identité en carton pour notre protagoniste qui attend impatiemment la nuit pour assumer ce qu'il est réellement, Batman. Ce qui donne du corps aussi à l'interprétation de Keaton, c'est la relation que son personnage entretient avec Vicky Vale, qui est une femme laissant entrevoir à Bruce l'espoir d'une vie normale. Mais s'il épouse pleinement cette condition, il renonce à ses idéaux et de facto, il ne peut se résoudre à cela car le Joker est la personne qui le maintient dans les ténèbres de la vengeance. Et c'est par ça qu'on sent l'influence de Miller et Alan Moore. Et Nicholson est majestueux dans le rôle du prince du crime. Il est l'antithèse de Batman, coloré, aimant l'humour noir et en proie à une violence jubilatoire qui aboutit sur le chaos ambiant, ce à quoi le Joker inspire. Donc ces deux figures diamétralement opposées font de Gotham City un spectacle de fou, comme si finalement cette ville était un hôpital psychiatrique créant, comme bon lui semble, des hommes et des femmes torturés, étant la lisière de la folie humaine. Pour ma part, Burton parvient à insuffler tous ces éléments avec talent, tout en étant cynique dans son approche de la société. Concernant aussi les chorégraphies de combat, je vais dire quelques mots dessus, elles fonctionnent relativement bien, surtout compte tenu de la rigidité du costume de Batman. Les coups sont impactants, on sent que lorsque Batman frappe, il n'y va pas de main morte, idem quand il se fait tirer dessus, on sent la puissance de la détonation. Ce que j'aime, c'est le fait qu'il n'y a pas de mouvement superflu, c'est du brutal, du brut de décoffrage dans les affrontements à échelle humaine. Le respect du comics est présent de par les gadgets qu'utilise Batman, mais aussi car on retrouve la Batmobile qui a l'air complètement intemporelle et la Batwing. En résulte une scène loufoque où le Joker sort son pistolet de 3 mètres de long pour tirer sur la Batwing, ce qui, je dois avouer, me fait encore marrer, même aujourd'hui alors que je ne suis plus enfant. Puis tout ce pactage est rendu triomphant grâce à Danny Elfman qui rend une somptueuse composition venant appuyer le travail de Burton, des acteurs et de l'équipe du film.
film. Ce n'est pas pour rien que la marche de Batman est culte pour nous fans du Batou. Par ailleurs, je trouve le score de Batman bien meilleur que le thème de Superman composé par John Williams, qui reste un classique absolu pour moi. Attention, c'est juste que Danny Elfman m'a beaucoup plus marqué de par ses compositions qui sont présentes dans bon nombre de films que j'affectionne tout particulièrement. Je pense notamment à Evil Dead, à Spider-Man ou encore Darkman. Donc en résulte un film grandiose qui est un bon film en tant qu'œuvre cinématographique, mais aussi une excellente adaptation qui a lancé une véritable passion pour Batman et qui a servi de modèle pour les œuvres suivantes à juste titre et qui a, selon ma propre pensée, l'univers le plus fidèle des adaptations ciné. Donc si ce que j'ai dit vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour que je puisse échanger avec vous, à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne pour suivre les futurs contenus. C'était Draven, je vous dis portez-vous bien, salut!